Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Il y a quelques temps, on était déjà ici à l'île Réunion à Saint-Pierre pour l'essai du iX3. Et aujourd'hui, c'est son petit frère, le iX1, qui nous accompagnera pour notre tour de l'île. On se retrouve donc, comme d'habitude, dans quelques minutes pour vous, au col de Bellevue, pour notre premier point. A tout de suite. On est au col de Bellevue. Bellevue, on ne sait pas parce qu'à l'heure actuelle, on n'y voit pas grand chose. Il fait frais, ça va, 15 degrés, on est bien. Bon, on n'est pas là pour ça, c'est pas ces chiffres-là qui vous intéressent. On va donc parler des chiffres de consommation de ce iX3 sur la montée. On a fait une moyenne à 46,3 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal compte tenu du gabarit de l'engin. En termes de pourcentage batterie, on est maintenant à 74%, on est parti à 99%. Donc un quart de la batterie pour monter, c'est globalement correct. Et surtout pour la taille de la batterie, parce qu'elle n'est pas si énorme que ça, on est sur une batterie qui fait 64,7 kWh. Et justement, on va profiter de cet arrêt pour vous parler un peu des chiffres qui caractérisent ce iX1. Vous me suivez? Donc comme d'habitude, un petit coup d'œil sous le moteur, enfin sous le capot moteur, pour découvrir rien. Enfin si, une grosse plaque en plastique. Mais pour une fois, cette plaque en plastique fait sens parce qu'on a regardé en dessous, il n'y a pas énormément de place. Il y a le chargeur embarqué et tout ça qui est là-dessous, donc ils ont quand même plutôt bien optimisé l'espace là-dessous. On est sur un moteur qui fait 313 chevaux, donc on a gagné grosso modo 20 chevaux par rapport au iX3. Donc sur un modèle qui est plus compact, en plus là on a 2 tonnes contre 2 tonnes 2 pour le iX3, donc on a des performances qui sont bien meilleures et ça se ressent sur le 0 à 100 km/h. Puisqu'il est annoncé en 5 secondes 6. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup plus de puissance, enfin beaucoup plus de ressenti de puissance sur ce iX1 par rapport à son grand frère. En termes de couple, on a 494 Nm de couple annoncé et une autonomie WLTP de 439 km. On passe à l'arrière pour vous parler de la recharge. Donc au niveau de la recharge, on a une voiture qui est équipée d'un chargeur embarqué de 11 kW, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc en termes de recharge à courant alternatif, vous aurez 11 kW de puissance, ce qui va vous permettre de passer de 0 à 100% sur une borne 22 en à peu près 6 heures de temps. À la maison avec une borne 7 kW, ça vous prendra plutôt 9 heures. Et sur une prise renforcée, il faudra compter une vingtaine d'heures, toujours pour passer de 0 à 100%. En termes de recharge en courant continu, le BMW iX1 peut accepter jusqu'à 130 kW, ce qui vous permettra sur les bandes 25 kW, donc les plus petites, de faire le 0 à 80% en à peu près 2 heures. En 100 kW, il faudra compter environ une demi-heure de 0 à 80%. Et sur les bandes les plus puissantes actuellement qu'on a à l'île de la Réunion, qui font 150 kW, lui il n'en prendra que 130 et il faudra compter à peu près 15-20 minutes pour passer pareil de 0, enfin de 10 à 80%. Donc une puissance de recharge qui est très correcte et surtout à La Réunion, on n'a pas forcément besoin de se recharger très souvent sur ces bandes rapides. Allez, on va vous parler du coffre maintenant. Et comme on est sur une BMW très bien équipée, on dispose d'un capteur de pied. Intéressant, n'est-ce pas? Et évidemment, vous pouvez aussi refermer le coffre de la même manière. Donc au niveau du coffre, on est sur un coffre qui fait 490 litres. Donc 490 litres, pour vous donner un ordre d'idée, sur le iX3, qui est quand même beaucoup plus grand,
on avait 5 centilitres, donc c'est pas beaucoup plus petit, c'est vraiment pas mal. On a du coup un double fond pour ranger les câbles et le kit anti-crevaison. On a un kit de premier secours, mais aussi on a une trappe à ski nautique qui en plus est plutôt sympa puisque c'est toute la banquette qui se rabat. Hop, comme ceci. Donc vraiment pas mal en termes de coffre, en termes d'agencement de coffre aussi, il y a vraiment de l'espace. On se retrouve à bord du iX1, on est sur la descente des plaines là, tranquillement, on a déjà bien baissé la conso puisqu'on n'est plus qu'à 40 maintenant, on était à 46 en partant. L'occasion de vous parler comme d'habitude de la régénération, de la tenue en virage, etc. Donc en termes de tenue de route, on est sur du gras, il pleut dehors, c'est très humide, la route c'est une savonnette, et pourtant malgré ça, Pierre-Guy n'a pas peur à côté de moi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un 4x4 et plus sur un propulsion. Donc en termes de tenue de route, c'est quand même beaucoup mieux que le iX3. Après, bon, c'est aussi une question de conduite, naturellement. Le iX3 est loin de ne pas tenir la route. C'est plutôt qu'il faut savoir le maîtriser quand on hausse un peu le ton. Alors que sur le iX1, c'est beaucoup plus simple du fait des 4 roues motrices. En termes de maintien avec les sièges baquets dont je vous reparlerai tout à l'heure, c'est pas mal du tout. On est bien maintenu au fond du siège. Donc là, même en haussant le ton, on bouge pas dans le siège. On a vraiment un maintien typé sportif. On est sur une finition M édition, donc avec un pack sport, un pack M, dont ces sièges font partie. Ensuite, pour ce qui est de la régénération, eh bien, je ne suis pas perdu puisque j'en avais déjà parlé avec les autres voitures qu'on a essayées du groupe BMW, que ce soit iX3, que ce soit la i4, que ce soit la Mini plus récemment. La régénération est vraiment très très forte. Donc on a 2 niveaux, donc soit on se met en mode D et là il y a quasiment rien. Quand on lève le pied, il y a un tout petit peu de régénération, mais c'est à peine sensible, il faut vraiment la pédale de frein pour l'activer. Quand on se met en mode B par contre, là en levant le pied, je vais regarder s'il n'y a personne derrière moi, c'est bon. Donc en levant le pied à fond, la voiture va se mettre va freiner jusqu'à l'arrêt, même dans les plaines, en pleine descente, et elle va freiner vraiment très très fort. Un petit complément d'information parce qu'on l'avait signalé sur la vidéo iX3 en commentaire. Effectivement, on peut avoir un réglage de freinage récupératif sur la position D. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 positions D ou B. Mais en D, en fait, vous allez pouvoir avoir plusieurs positions. Vous allez pouvoir vous mettre en adaptative. Vous allez pouvoir vous mettre en élevé. Et là, c'est aussi fort que si vous étiez en B, en fait. Ou alors en faible. Et là, en faible, effectivement, il n'y a rien du tout. Et c'était sur ce niveau-là que j'étais tout à l'heure. Là je vais le remettre en adaptative plutôt. En adaptative en fait il va se baser sur la voiture qui est devant nous pour augmenter plus ou moins le freinage régénératif en fonction de la distance par rapport à la voiture devant nous. Et ça c'est plutôt pas mal. On se retrouve un peu plus bas, on va vous parler de l'extérieur de la voiture si on trouve un coin où il pleut pas. A tout de suite. On est arrivé au port de Saint-Benoît, l'ancien port, le port historique de Saint-Benoît. Un petit point sur la consommation, on est redescendu, donc on était là-haut à 74%, on est maintenant à 81%, donc on a regagné 7% sur la descente, ce qui est pas mal du tout. En termes de consommation, on est à 17,6 kWh au 100 depuis notre départ, donc c'est un peu élevé compte tenu des petites routes qu'on a pris et du fait qu'on est redescendu maintenant, mais compte tenu de la taille de la voiture et de la puissance de la voiture, ça on en reparlera un petit peu plus tard,
quand je vous parlerai de la conduite sur la 4 voies. C'est très très correct, sincèrement c'est pas mal du tout. On a parcouru 63 km. Donc là on va profiter du cadre pour vous parler de l'extérieur de la voiture. Et comme d'habitude on commence par l'avant. Donc sur cette face avant, on est sur un BMW. Si, je vous assure. À quoi je le reconnais? Au haricot naturellement. Donc à noter, je vais vous en parler un petit peu plus, mais sur le iX1, il y a vraiment très peu de différence par rapport à la version thermique. Je vais juste vous présenter les petites différences, mais je vais aussi vous parler spécifiquement du style de la voiture. Donc en termes de différence, sur la voiture qu'on essaye aujourd'hui, la seule différence sur la partie avant, ça va être le logo qui est entouré de bleu ici, et le petit i qui est juste là, qui indique qu'on est sur la gamme électrique de BMW. À part ça, sur notre voiture, il n'y a aucune différence. Ensuite, vous pouvez malgré tout avoir les haricots, les contours des haricots en bleu. Moi, je trouve que ça rend très bien. Ils n'ont pas fait ce choix sur le véhicule qu'on nous a prêté aujourd'hui. Et pareil, sur la partie basse, à ce niveau-là, vous pouvez avoir des contours en bleu, ce qui marque un petit peu le côté électrique de la voiture. Pour le style général, moi, je l'aime bien. Sincèrement, c'est pas un coup de cœur complet, mais j'aime bien ce côté un peu sérieux qu'on reconnaît bien chez BMW avec les feux un peu plongeants comme ça, qui lui donnent un peu de sérieux, un peu de férocité presque. Sur la partie basse, on a des volets actifs pour refroidir les batteries, vous commencez à être habitué. Donc là, ils sont complètement fermés puisque la voiture est à l'arrêt et ça nous permet de gagner un peu en aérodynamisme. Et sur la partie haute, les deux gros haricots qui sont grands ouverts sur le X1 classique, là, ils sont fermés. Et sincèrement, je les préfère comme ça, je les trouve moins choquants. Après, c'est un avis personnel. Sur les côtés, on retrouve un petit peu ces éléments aérodynamiques qui vont renforcer le côté sportif, le caractère sportif du véhicule. Ça rend plutôt bien. Après, je le trouve un peu massif. Bizarrement, il est plus petit que le iX3, mais sur le iX3, ça va un peu moins choqué par rapport à cette version X1. On va passer sur le latéral. Donc sur le latéral, déjà on va faire un petit point sur la taille de la voiture. On est sur une voiture qui fait 4,50 m de long, donc elle est plus de 20 cm plus petite que le iX3, donc on est vraiment sur un SUV compact. On est sur 1,64 m de haut et 1,85 m de large, donc une voiture plutôt large pour le coup, et ça se voit bien sur la partie avant. Au niveau des jantes, j'avais un peu peur que le 18 pouces soit un peu juste compte tenu de la taille de la voiture, mais finalement ce n'est pas si choquant que ça. On a un capot qui est assez court, ce qui permet justement d'avoir pu loger tous les éléments électriques sans qu'il reste trop d'espace vide. Et globalement, la voiture est effectivement assez compacte, donc ce sera beaucoup plus pratique que son grand frère dans les rues de Saint-Denis. On passe à l'arrière. Donc sur la partie arrière, déjà on va retrouver cet aileron sur la partie haute qui lui donne encore une fois, qui renforce ce caractère sportif. J'aime beaucoup, ça fait un peu tombant, mais ça rend plutôt pas mal. On a un objet qui permet d'essuyer la pluie quand la pluie tombe, c'est vachement pratique, ils devraient mettre ça sur toutes les voitures. Je dis ça, je dis rien. Après, au niveau de l'aspect général de la partie arrière, j'aime beaucoup le dessin des feux, ils sont sculptés dans la masse, enfin, c'est vraiment très joli, c'est vraiment bien fini. Ce que j'aime un peu moins, c'est que le clignotant, c'est juste ça. On a perdu les clignotants à défilement qui sont assez communs finalement sur la partie chez BMW. Ici, sur le iX1, on n'en a pas. Sur la partie basse, on a ici une partie en noir laqué, donc la partie basse du bouclier en noir laqué. Et en bas, c'est la grosse différence avec son cousin thermique, puisqu'évidemment, on n'a plus de pot d'échappement. Mais cette partie-là, encore une fois, ici, elle est en noir. On peut la voir en bleu pour marquer un peu plus le caractère électrique de la voiture. Pour terminer, au niveau des badges, on a le i de BMW, des BMW électriques, pour signaler que c'est un X1 électrique. Et de l'autre côté, le X-Drive qui signale son caractère 4 roues motrices, et le 30 pour la motorisation parce qu'il fait 313 chevaux.
Bon, on se retrouve sur la 4 voies. Un petit point sur la conduite de ce iX1. Alors, que dire? Donc déjà, ce qui me plaisait beaucoup dans les plaines me plaît beaucoup moins sur des routes droites comme sur la 4 voies. C'est-à-dire que le maintien ferme des sièges est un gros avantage sur les petites routes quand on veut rouler un peu sportivement. C'est pour moi un gros inconvénient aussi quand on est un peu sur une conduite en crossing là comme ça, où on roule sur de la 4 voies, sur de la voie rapide, puisque là pour le coup je le trouve trop ferme le siège. Après c'est mon avis, hein, il faudra que vous fassiez le vôtre en venant l'essayer éventuellement, mais voilà, c'est un premier point. Ensuite au niveau de la conduite en elle-même, on n'a pas de régulateur adaptatif sur la version qu'on nous a prêté aujourd'hui. Donc on a un régulateur simple et un limiteur de vitesse. On a un maintien en voie, mais c'est celui qui fait faire du ping-pong entre les voies là. Donc si je lâche le volant, je vais aller sur la ligne de droite, puis sur la ligne de gauche et ainsi de suite. C'est pas un maintien en voie au centre. Donc on n'a pas cette option là sur la version qu'on essaye aujourd'hui. C'est dommage, c'est un peu manquant. Ensuite en termes d'assises, etc., à part la fermeté du siège, sincèrement c'est vraiment bien. Le siège est réglable en hauteur et en profondeur, l'inclinaison naturellement, mais il est en cuir et on a aussi un réglage de la longueur d'assise. Pour moi qui suis plutôt grand, c'est vraiment pas mal, ça me permet d'être posé tranquillement. Au niveau de l'écran, il nous manque un peu, c'est la molette qui me plaisait beaucoup ici au milieu. Sur la BMW i4 on avait eu ça, où avec la molette qui est ici on pouvait gérer l'écran. Là pour le coup on ne l'a plus et je trouve que l'écran est un peu loin de moi pour le gérer en conduite. Après c'est pas forcément dérangeant, on n'est pas tout le temps à bidouiller son écran non plus normalement. Voilà, c'est quand même à signaler, c'est dommage qu'il ne l'ait pas remis, c'était un gros point positif sur les BMW, j'aimais beaucoup ce mode de fonctionnement là. On a une clim automatique bizone sur cette version, donc on est au frais, tout va bien. Ensuite, en termes d'équipement de conduite, donc on est naturellement dans une BMW, donc on a à peu près tout. On a les essuie-glaces automatiques évidemment, les phares automatiques. J'ai pas vu écrit BMW Laser Licht sur les feux, donc pour moi ce ne sont pas des feux matriciels sur cette version là. On a le frein de parking automatique, naturellement une caméra de recul, donc tout ça c'est presque normal sur une BMW de ce niveau là. En conduite sur 4 voies, mis à part le siège, c'est très bien, pas de bruit. Très peu de bruit, même sur tout à l'heure on était à 110, on s'entendait très bien. Le système audio est très bon, mais alors c'est de l'Harman Kardon, donc c'est quand même un système bien au-dessus de tout ce qu'on essaie habituellement. Par contre pour de l'Harman Kardon, donc on en avait aussi, si ma mémoire est bonne, c'était dans le iX3, je trouvais le son du iX3 un peu meilleur que celui-ci. Là le son, la musique est un peu en bas, le son provient de la partie basse de la voiture. Pour finir ce petit point sur la conduite en termes de maintien en voie, pour revenir sur ce sujet-là, on a l'alerte au franchissement de ligne. Il manque vraiment le régulateur adaptatif avec la conduite semi-autonome. C'est vraiment le seul point, je dirais, qui me manque sur ce BMW iX1. On est arrivé à la pointe des Trois Bassins. On est à côté du camion des Trois Bassins. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille. Vous tapez sur Google, vous allez tomber dessus. Sincèrement, on y mange très bien et le cadre est vraiment magnifique comme vous pouvez le constater. Donc, on n'est pas là pour parler de ça, on va plutôt parler du truc qu'il y a derrière moi. C'est-à-dire ce iX1 qui a consommé sur les 150 km qu'on a effectué pour venir jusqu'ici 16,6 kWh au 100. Sachant que on ne s'est pas économisé, on a fait plusieurs accélérations sans forcément dépasser la limitation de vitesse,
mais pour se mettre des coups derrière la tête, parce qu'effectivement, elle met des coups sur la tête quand on accélère très fort. Je pense qu'en roulant vraiment normalement, avec une conduite normale, tout bêtement, on devrait être autour de 15,5 voire 16 kWh au 100. Donc elle consomme vraiment très peu compte tenu du gabarit de la voiture. On est actuellement à 59%, donc on a consommé à peu près 40% depuis qu'on est parti. Et il nous reste une trentaine, voire une quarantaine de kilomètres pour rejoindre Saint-Pierre où on fera le bilan de notre trajet. Là, on va profiter un petit peu de l'endroit pour vous parler de l'intérieur de ce BMW iX1 et je vous invite à me suivre. Hop. On n'est pas bien là? Allez, un petit point sur cet intérieur du iX1. On va commencer par mettre un petit peu de clim. Alors déjà, je vais vous faire écouter ça. Formidable, n'est-ce pas? J'adore ce bruit. Bon. Donc on se met en un peu de clim pour être au frais tranquillement. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de l'intérieur. Donc on est dans un, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est dans une M édition. On a donc un intérieur cuir marron qui est somme toute assez sobre pour du marron. Je trouve ça quand même assez sobre globalement. Du coup on a la couleur marron qui est rappelée ici sur la porte. Sur la partie haute, donc ici c'est du cuir, mais c'est pas très rembourré. Donc du coup c'est quand même assez dur. Quand on pose le coude, c'est quand même assez dur. Là on a des jolis matériaux également. Par contre, devant moi ici, sur la planche de bord, pour le coup c'est plus rembourré qu'au coude. Ça c'est quand même malheureux, mais pourquoi pas. Ici pareil, on a du marron qui est plus mou aussi que ce qu'on a là. Donc globalement on est quand même bien assis, excepté le siège que moi je trouve pas assez confortable, encore une fois c'est mon avis, mais sur la position en elle-même on est très bien installé. La partie console centrale qui tombe directement sous la main quand on est au volant, c'est vraiment parfait avec quelques petits boutons de raccourci. Donc il y a les modes de conduite, un raccourci pour tomber sur les réglages de la conduite, le maintien automatique de la voiture. Ensuite, on a un raccourci pour la caméra de recul qui a un très beau rendu, il faut le dire. Tout ce qui est média, donc le volume juste ici avec pour changer les chaînes ou pour changer de musique, qui est accessible du coup pour le passager. Ça c'est intéressant aussi. La partie au niveau du volant, on va avoir la partie régulateur qui est sur ma gauche et la partie média sur ma droite. Donc sur la partie droite justement, il y a un truc un petit peu étrange. On a une molette ici. Cette molette ne sert pas à régler le volume. Moi je trouve ça un peu contre-intuitif, mais ce n'est que mon avis. Mais voilà, donc pour régler le volume c'est les deux boutons en haut et ici vous allez pouvoir l'utiliser pour passer d'une musique à l'autre. Je trouve ça un peu étrange, mais pourquoi pas. Une commande de contrôle, une commande vocale pardon, et quelques touches de raccourci pour le téléphone, etc., etc. Ensuite au niveau de l'écran média, donc on reste chez BMW, je ne suis pas perdu puisque j'ai déjà fait la iX3, j'ai déjà fait la i4. Là on est quand même sur le nouveau média, celui qu'on retrouvera également sur le iX. On a un écran qui est vraiment très fluide, ça il n'y a aucun problème, avec de nombreux widgets, tout ça c'est réglable, on peut en ajouter, on peut les enlever comme on le veut. Par exemple, moi je trouve ça très bien d'avoir la carte, donc évidemment on a la navigation sur ce BMW iX1. On a Android Auto, on retrouve mon raccourci pour le téléphone, l'assistant personnel et aussi les valeurs de consommation qui sont très bien affichées. Donc là par exemple la porte est pas ouverte, est ouverte pardon, elle n'est pas bien fermée. On le voit affiché ici. Et pareil si j'ouvre la mienne, déjà il me dit au revoir. Mais en plus, je le vois au niveau de l'affichage de l'écran qui est là. Donc ça, c'est très bien. Tout est très lisible. Il n'y a aucun problème avec ça. La pictographie est très bonne. C'est très joli, très lisible et très facile à manier.
Un point négatif quand même que je note, c'est l'absence de touches. Il n'y a plus aucun bouton à part ceux que j'ai là sous la main au niveau de la console. Mais tout ce qui est réglage de la clim, ça va être via l'écran et ça je ne suis pas fan parce qu'il faut rentrer dans un menu puis dans un autre sous-menu pour activer ou désactiver la climatisation. Ça je trouve ça pas très intuitif, pas très facile à utiliser. Je préférerais avoir un bouton tout bêtement, mais ça c'est que mon avis. Donc pour redescendre un petit peu en dessous de cet écran, on va avoir une grande grille d'aération. Celle-ci c'est pour le conducteur, celle du passager sont de l'autre côté. Pourquoi pas, c'est un design un peu particulier, j'ai jamais vu ça dans aucune autre voiture, pourquoi pas. On a le dégivrage des vitres qui est juste là. Ici on a un endroit pour installer son téléphone. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça fonctionne très très bien. On pose le téléphone et c'est un chargeur induction. Bon, moi mon téléphone n'est pas équipé de l'induction, donné à Stator pour que je puisse m'en acheter un meilleur, mais pourquoi pas. C'est intéressant puisque j'ai quand même, si pour une raison ou une autre je vais avoir ma carte sur mon téléphone, je peux quand même l'avoir ici sous les yeux, donc pourquoi pas, c'est très très bien. Deux portes globées ici, une immense poche de rangement ici dans laquelle je vide mes poches moi quand j'arrive, c'est vraiment bien fait, tout est à portée de main, il n'y a rien sur le passage qui m'empêche d'atteindre ce truc là même pendant la conduite. Ensuite ici sous la coudoir, c'est un peu particulier mais ça s'ouvre de côté comme ça, et on a une toute petite place pour des petites pièces ou des petites choses comme ça. Donc au niveau des rangements on est vraiment bien. Là on a une grande poche dans la contre-porte. Je regrette un peu parce que c'est du plastique dur au fond, donc les objets peuvent se balader dedans, alors que partout ailleurs on a un espèce de revêtement qui empêche justement les objets de se balader. Là ça peut faire un peu de bruit, mais au moins c'est très grand, une bouteille d'eau d'1 litre y rentre très facilement. Et ensuite au niveau des matériaux, donc je vous l'ai déjà dit sur la porte après, au niveau de ce que je vois ici, j'ai de l'aluminium brossé qui a un très très beau rendu. Là j'ai du noir laqué, vous connaissez ma passion pour le noir laqué, on voit déjà les traces de doigts ici alors qu'il n'y a même pas de bouton. Ça me désespère de mettre du noir laqué dans les voitures modernes, je n'aime pas ça. Après c'est moi, vous faites ce que vous voulez vous. On a un bandeau lumineux avec des lumières qui sont naturellement configurables. Là, on a un très beau violet qui rend très très bien. Donc tout ça, c'est des lumières on peut changer la couleur, la luminosité, etc., pour personnaliser un peu l'intérieur de la voiture de nuit et le rendu est très très beau. Ensuite, en termes de connectivité, pour finir, on a deux ports USB-C qui sont là derrière les portes gobelets. Et à l'arrière, on a deux autres ports USB-C uniquement pour la recharge. À l'avant, c'est pour la recharge et Android Auto pour la première connexion ou Apple CarPlay. Puisqu'on dispose sur ce véhicule, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de câble nulle part et pourtant j'ai bien mon Android Auto. On a Android Auto sans fil et naturellement du coup Apple CarPlay sans fil également. On va passer à l'arrière. L'habituel plan de 20 derrière 20, merci pour la porte. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de cette arrière? Donc, on est un peu à l'étroit. Sincèrement, vu la taille de la voiture, je m'attendais à avoir un peu plus d'espace au genou. Au moins, le siège est creusé, donc ça touche, mais ça va encore. Par contre, en contrepartie, je dois dire que les sièges sont vraiment confortables. Je crois qu'ils sont même plus confortables qu'à l'avant. Ils sont plus moelleux, tout bêtement. Et à l'inverse de l'avant, toujours pareil, ils sont plats. Donc du coup, le maintien, ça doit être beaucoup moins bien qu'à l'avant. Je dispose à peu près des mêmes matériaux, sauf que ici j'ai du plastique dur, là aussi, mais ici je retrouve bien le cuir marron comme à l'avant. On a deux grilles d'aération pour la ventilation arrière, deux prises USB-C classiques juste pour la recharge, une poche aumônière derrière les deux sièges, un accoudoir, hop, avec des portes gobelets. Vraiment sympa. Ensuite, un gros avantage aussi, c'est que les sièges sont inclinables, donc on peut régler notre position d'assise jusque là, si on veut avoir bien droit, et on peut aussi l'incliner complètement. Donc l'un dans l'autre,
je suis plutôt bien installé, un peu à l'étroit au niveau des genoux, mais c'est vraiment le seul problème que j'ai à noter. Le reste, je suis vraiment très bien installé. On est arrivé à Lille, à Saint-Pierre, donc on a fini notre tour de Lille. On a parcouru 188,4 km précisément, avec une consommation qui s'est stabilisée à 16,4 kWh à la fin. Donc globalement, plutôt efficiente, même je dirais très efficiente. Compte tenu de son gabarit et compte tenu de ce qu'on lui a fait faire aujourd'hui, elle a été plutôt efficiente, oui. On n'a pas lésiné, on était au régulateur à la vitesse légale autorisée. Mais on a aussi fait quelques bonnes accélérations pour se taper un petit peu la tête, comme je vous l'avais dit. Donc globalement, on est à un très bon résultat sur la consommation. On est arrivé ici avec 48%, donc on a consommé 51% de batterie. Et l'autonomie WLTPI que cela induit, c'est 370 km. En réalité, vous ferez plus de 400 avec une conduite fluide, ça ne pose aucun problème. Donc l'heure maintenant de vous parler un petit peu des tarifs de ce BMW iX1, le SUV compact de BMW. Donc sur la version qu'on a là aujourd'hui, c'est la version M Edition avec tout ce qu'on vous a présenté, avec l'intérieur cuir, les deux écrans, donc un écran de 10 pouces pour le conducteur et 10,7 pouces en infodivertissement. Donc toutes les options qu'on vous a présentées aujourd'hui sur la version qui est là, on est à 71 300 €. Juste après cette version M Edition, on aura la version M Technique qui va vous ajouter des sièges électriques, qui va vous ajouter les jantes en 19 pouces au lieu des 18 pouces qu'on a ici. On va également avoir l'affichage tête haute, une caméra 360 et quelques autres équipements en plus. Cette version M Technique, elle vous sera proposée à 78 900 €. Donc pour à peu près 7 000 € de plus, vous avez quelques équipements supplémentaires. Sincèrement, moi pour les sièges électriques, je prendrai la version supplémentaire, d'autant plus qu'avec l'affichage tête haute, ce sera certainement bien plus facile au quotidien. L'heure maintenant pour moi de vous dire à bientôt, de vous dire de vous abonner. Abonnez-vous, laissez des pouces en l'air, hein, ne vous trompez pas. Parlez de nous, laissez-nous vos messages en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voyez que j'ai dit des bêtises parce que vous êtes beaucoup plus connaisseurs que moi sur BMW, n'hésitez pas à me corriger, j'en apprends tous les jours grâce à vous. Un point important, il y a d'autres essais qui arrivent. Il y a un autre essai chez BMW qui nous tenait à cœur depuis un petit moment, qui ne va pas tarder à arriver. Et tout ça, c'est grâce à vous, on est bientôt 1000 abonnés. C'est grâce à votre présence et qu'on peut avoir cet impact-là auprès des concessionnaires, auprès de Lille Réunion aujourd'hui, pour pouvoir vous tourner des essais toujours plus précis et toujours plus remarquables. Bonne journée à vous les électrifiés, à plus tard.